Merci Jean, à vous et aux organisateurs pour leur invitation. Merci aussi aux intervenants précédents d'avoir mis la barre si haute. Je vous en suis reconnaissant. Bravo pour votre audace d'avoir accepté de faire une place à un juriste dans ce forum, hein, puisque avec ma prise de parole, c'est un peu candide au pays de la philosophie, mais comme vous, je le sais, on gagne toujours, j'en suis convaincu, à croiser les regards, et c'est la raison pour laquelle j'étais intéressé pour participer en développant un thème qui a déjà été traité, c'est celui de la paix par le commerce, avec ce titre, hein, la paix par le commerce, éternel ennemi de la guerre, point d'interrogation. Comment ne pas commencer cette communication par citer la déclaration du président Poutine faite hier lorsqu'il a évoqué une guerre à caractère mondial. Pour certains, cette déclaration confirmerait les limites du projet de paix par le commerce, limites qui avaient été déjà pointées du doigt dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine, notamment par un commissaire européen italien, le commissaire Paolo Gentiloni. Mais peut-être pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir au début et préciser que, en fait, le projet de paix par le commerce, c'est un projet très ancien. On peut dire que c'est un projet multiséculaire puisqu'il est hérité du Moyen Âge, où il a été conçu à partir d'un certain souvenir de la Pax Romana, de la paix romaine de l'Antiquité. En effet, sous la Rome antique, Rome avait intégré les peuples conquis dans un marché unique et c'est ce qui aurait permis au régime de perdurer à travers les siècles. Alors, au Moyen-Âge, on a redécouvert ce projet grâce à l'effort conjugué d'éminents auteurs qui, pour certains, ont déjà été cités. On peut peut-être en rappeler certains. Montchrestien, qui apparaît comme le précurseur de l'économie politique. Friedrich Hayek, qui a été prix Nobel d'économie. Hobbes, le philosophe, Montesquieu, qui est considéré comme le père de la sociologie, ou encore Adam Smith, un autre économiste. La liste n'est pas exhaustive, hein, je vous l'ai dit, mais ce qui est intéressant, c'est que l'effort conjugué de tous ces penseurs a été à l'origine d'un double renversement idéologique, de deux de ces renversements spectaculaires dont l'histoire a le secret. Le premier renversement, c'est que leurs réflexions conjuguées ont conduit à l'abandon de l'idée selon laquelle c'était la guerre et non le commerce qui faisait la prospérité des États. Deuxième renversement, c'est au fond l'affirmation de l'idée que c'est non pas tant la paix qui est bonne pour le commerce, mais le commerce qui est bon pour la paix. Je dis bien le commerce qui est bon pour la paix. Au mieux, nous dit Montesquieu, parce que le lien de causalité entre les deux est automatique, et au pire, nous disent des auteurs comme Smith ou Kant, parce qu'il est possible de les articuler en un cercle vertueux. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, ce projet a fini par quitter le monde des idées pour devenir une réalité politico-juridique, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la charte de l'Atlantique de 1941, qui avait été rédigée par Winston Churchill et Franklin Roosevelt au cœur du conflit, avait fait du projet de paix par le commerce la feuille de route pour, au sortir de la guerre, prévenir tout nouveau conflit mondial. Au point que le politiste américain Francis Fukuyama, en 1990, au moment de la chute de l'URSS, avait vu dans l'événement la fin de l'histoire, puisque, pensait-il, c'était la victoire idéologique, finalement, des partisans de ce projet à laquelle on était en train d'assister. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi la guerre en Ukraine pose question. Elle nous amène notamment à nous interroger sur le point de savoir si elle signe l'arrêt de mort d'un projet en réalité voué à l'échec depuis l'origine, comme structurellement entaché de contradictions internes, non viables sur la durée, ou bien si on n'assiste pas à une simple mise entre parenthèses d'un projet dont les modalités pratiques auraient peut-être fini par perdre de vue son sens initial au point de le faire dérailler, mais qu'il faudrait refonder. Alors, parce que la philosophie et la quête de la vérité, s'interroger sur le retour actuel de la guerre par les armes implique, de mon point de vue, de prendre conscience de deux choses. La première, c'est que le projet de paix par le commerce n'exclut pas de faire la guerre à ses ennemis. Et la deuxième, c'est qu'il implique par contre bien de priver les ennemis de raison
d'entrer en guerre pour perdurer, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Ce sont donc ces deux idées forces que je voudrais creuser pour le reste de ma communication, avec la première, donc le projet de paix par le commerce n'exclut pas de faire la guerre à ses ennemis. Ici, j'aurais cité Claude Cheysson, un ancien ministre, qui avait dit « Les amis de la paix ne sont pas les meilleurs ennemis de la guerre. Les amis de la paix ne sont pas les meilleurs ennemis de la guerre. » Car, au sens large, la guerre renvoie à toute situation conflictuelle, avec ou sans lutte armée. Or, les partisans du projet de paix par le commerce ont fait de la guerre économique entre États un exutoire à la violence qui pouvait par le passé les opposer, sans renoncer complètement à la guerre militaire qui, dans certains cas, peut être perçue comme un aiguillon au désarmement économique des nations. Pour comprendre pourquoi est-ce que les penseurs du projet de paix par le commerce recourent à l'idée de guerre économique, il faut savoir que les philosophes des Lumières se sont accordés pour dire que l'homme était un être de passion, mais qu'un désaccord est survenu entre eux sur le caractère négatif ou positif de ces passions. Pour certains auteurs des Lumières, en effet, qui se sont inscrits dans l'héritage de la philosophie platonicienne ou même du dogme chrétien du péché originel, les passions sont quelque chose de négatif parce qu'elles conduisent, selon la célèbre formule de Hobbes, l'homme à être un loup pour l'homme. Mais d'autres philosophes ont eu une vision beaucoup plus positive des passions, dont ils ont pensé qu'elles pouvaient contribuer à la prospérité et à la paix par le jeu de ce qu'on appelle l'harmonie naturelle, plus ou moins spontanée des intérêts. Cette idée, elle a été défendue par les auteurs qu'on rattache à la tradition libérale ou républicaine, et par exemple, elle a été défendue par John Locke en 1690, qui a emprunté à Montchrétien l'idée que l'intérêt que chacun porte à ses biens concourt à la réalisation de l'intérêt de tous. Et c'est une idée qu'on retrouve régulièrement dans la pensée libérale à travers l'histoire, puisque par exemple, quelques décennies plus tard, Bernard Mandeville a rédigé un poème qu'on appelle « La fable des abeilles », dans lequel il explique que les vices des particuliers contribuent à la félicité publique. Et au fond, ce sont ces idées qu'Adam Smith a systématisées en 1776 dans son célèbre ouvrage sur la richesse des nations, par l'image de la main invisible, vous savez, cette main qui pousserait chacun d'entre nous à faire spontanément le bien commun, alors que on poursuit égoïstement nos intérêts propres. Là encore, du monde des idées, comme je le disais, cette approche a fini par pénétrer le champ politique avec l'adhésion croissante à travers le temps d'un nombre de décideurs publics au projet. C'est ainsi, par exemple, que Victor Hugo, alors qu'il était député en 1849, se réjouissait de, je le cite, ce qu'un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce. Il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce. Et c'est donc dans la lignée, finalement, de ces décideurs que Churchill et Roosevelt se sont inscrits en 1941 dans la Charte de l'Atlantique. Et du monde politique, eh bien, ce projet a fini par pénétrer le champ juridique et même par donner naissance à une nouvelle anthropologie juridique, puisque le droit a été mobilisé pour effectivement faire de la poursuite des intérêts égoïstes de chacun le moteur de la pacification des relations internationales. Alors, le droit, en réalité, avait déjà été mobilisé au temps moderne, puisque le traité de paix destiné à mettre fin à la guerre de succession d'Espagne en 1713, le traité d'Utrecht, était considéré comme la première tentative de désarmement économique des nations, et c'est donc dans l'héritage de ce traité que des textes qui nous sont très familiers aujourd'hui, comme les accords du GATT, les traités de l'ONU, de l'Union européenne ou encore de l'Organisation mondiale du commerce s'inscrivent. L'idée, c'est donc d'organiser un grand marché régional et même mondial par le droit pour substituer la compétition économique au rapport de force entre États, sachant que, bien sûr, les textes ne font pas preuve de naïveté,
puisqu'ils envisagent le cas d'un État qui refuserait de jouer le jeu de la paix par le commerce. Seulement, les textes posent pour principe que face à un tel État, l'alternative doit d'abord être celle de la guerre économique, c'est-à-dire le recours aux sanctions économiques pour que l'agresseur prenne conscience du caractère court-termiste des gains qu'il espère tirer du conflit. Et c'est sans doute cet héritage intellectuel qui explique que le premier réflexe du ministre de l'économie en France, quand la guerre en Ukraine a éclaté, a été de déclarer une guerre économique totale, hein, peut-être vous souvenez-vous de la phrase, une guerre économique totale à la Russie. Mais pour les partisans de la paix par le commerce, le recours à la force armée n'est pas totalement exclu. Simplement, il peut intervenir au terme d'une sorte de réponse graduée aux circonstances. Et dans ce cadre-là, la guerre militaire est pensée comme un aiguillon supplémentaire au désarmement économique des nations. Son origine est à rechercher dans la paix de Westphalie de 1648, un autre traité célèbre qui est connu pour avoir marqué la naissance de la souveraineté des États. Ce qu'on oublie généralement de dire, toutefois, c'est que les États se sont d'abord emparés de cette souveraineté pour donner naissance à une espèce d'ordre amoral au niveau international, où les intérêts nationaux primaient sur les considérations éthiques au nom d'une conception se voulant réaliste des relations internationales et justifiant la loi du plus fort. Seulement, là encore, face au coût humain de cette approche, on a assisté à une réactivation d'une conception alternative, c'est celle de la guerre juste, qui a déjà à plusieurs reprises été évoquée, et qui finalement ne fait de la guerre qu'un dernier recours, qui peut intervenir seulement si les négociations ont échoué, et seulement pour un but légitime qui est le rétablissement de la paix. Cette théorie de la guerre juste, elle avait été esquissée sous l'Antiquité par Cicéron et précisément au Moyen-Âge, c'est un certain Grotius, dans le contexte des guerres de religion, qui l'a réactivée. Or, de nos jours, cette théorie de la guerre juste, en réalité, c'est elle qui fonde les opérations militaires, sinon les guerres de faible intensité ou asymétriques qui sont menées sous l'égide de l'ONU, comme par exemple la guerre de Corée qui a eu lieu dans les années 1950 ou l'opération des Nations Unies au Congo qui est intervenue dans les années 60. Or, à chaque fois, ces interventions étaient destinées à sécuriser certains approvisionnements ou certaines routes commerciales qui étaient nécessaires aux échanges économiques internationaux et donc à la réalisation concrète du projet. Mais comme je vous le disais, pour réussir sur la durée, le projet implique toutefois fondamentalement de priver les ennemis de raison d'entrer en guerre pour ne pas attiser ces luttes armées qu'ils visent à défaire. Et c'est la deuxième idée force que je voudrais développer avec vous cet après-midi. Ici, un constat qui s'impose, c'est que le projet de paix par le commerce a régulièrement échoué à travers l'histoire. D'ailleurs, il est intéressant ici de citer Adam Smith qui constatait au XVIIIe siècle, je le cite, « Le commerce devrait être naturellement pour les nations un lien de concorde et d'amitié, mais il est devenu la source la plus féconde de haine et de querelle. » Et quelques siècles plus tard, un certain Walter Lippmann, en 1937, faisait un constat un peu similaire à propos du libéralisme classique que Adam Smith voulait justement fonder pour concrétiser le projet de paix par le commerce. Et c'est la raison pour laquelle Lippmann a proposé de refonder ce libéralisme classique et est considéré comme finalement le père de ce qu'on va appeler plus tard le néolibéralisme. Et on peut se demander si aujourd'hui on n'est pas à nouveau face à une époque où il faut faire le constat de l'échec du projet dans les modalités concrètes qu'il a prises et se poser la question de savoir comment il est possible de le refonder. Alors en réalité, les solutions sont en réalité connues, puisque le refonder efficacement supposerait de parvenir à concilier équitablement les intérêts égoïstes des nations et peut-être aussi garder à l'esprit quelque chose qu'on a un peu perdu de vue depuis une cinquantaine d'années, c'est que l'interpénétration économique des nations ne doit être qu'un moyen et non une fin en soi. Alors sur le premier point,
comment concilier équitablement les intérêts égoïstes des nations? C'est Charles de Gaulle qui constatait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Car c'est vrai que sur le temps long, on constate une tendance des grandes puissances à prôner une forme d'échange inégal. Il y a de ce point de vue, en pratique, des sortes d'effets pervers du projet de paix par le commerce qui ont été très bien décrits et dénoncés par d'éminents auteurs, notamment par Marx et Engels, puisque finalement c'est ce constat qui les amenait à conclure que le projet devait conduire inéluctablement à l'impérialisme, à la crise et à la guerre mondiale. Et la forme contemporaine du projet de paix par le commerce c'est effectivement parfois éloigné, il faut le constater, du programme de la charte de l'Atlantique. C'est ce que Mitterrand finalement voulait dire en 1995 sur son lit de mort, lorsqu'il déclarait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre, oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparent, mais pourrait-on ajouter une guerre tout de même. En effet, les États, les grandes puissances, tout du moins, les grandes puissances ont eu tendance, depuis 1945, à mobiliser l'espionnage industriel, l'intelligence économique, la fiscalité, les tarifs douaniers pour mettre le projet de paix par le commerce au service de leurs intérêts propres. Alors, si on fait un rapide petit tour d'horizon, on peut constater que la première administration Trump, par exemple, s'est démarquée par ses efforts pour paralyser l'Organisation mondiale du commerce, dont elle a bloqué les nominations à l'organe de règlement des conflits, comme un moyen, selon certains spécialistes, de substituer au multilatéralisme qui guide l'organisation une sorte de loi du plus fort. Côté russe, tout le monde a compris que le doux commerce énergétique avec l'Union européenne, c'était surtout une façon, sur le temps long, d'organiser l'impuissance géopolitique des Européens. Et du côté chinois, vous savez peut-être que Xi Jinping, le président chinois, a assumé le fait de vouloir faire de la dépendance des chaînes de production internationales vis-à-vis du pays une capacité puissante de réaction et de dissuasion. Priver les États donc de raison d'entrer en guerre sur le temps long suppose de finir avec ce que Tristan Garcia hier a appelé une espèce de faux irénisme pour renouer avec les préconisations des premiers penseurs du projet de paix par le commerce, notamment Adam Smith, qui expliquait que le projet ne pouvait réussir que si on parvenait à assurer la sécurité nationale, à prévenir tout détournement de l'appareil étatique au profit d'intérêts particuliers et à supprimer la colonisation et l'esclavage. Donc ces préalables semblent toujours aujourd'hui d'actualité, mais en plus il faut trouver un moyen pour renforcer l'efficacité des sanctions économiques, c'est-à-dire pour permettre l'établissement d'un véritable multilatéralisme qui permettent de décider de leur contenu de façon concertée, et ce pour être sûr que l'ensemble des États de la planète les respecteront, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ici, peut-être une note d'espoir tient à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, puisque paradoxalement, depuis qu'elle a perdu le soutien des États-Unis, elle relance le projet de paix par le commerce. Et encore plus intéressant, en fait, précisément, depuis 2017, ce sont les pays les moins avancés, donc les pays les plus pauvres de la planète, qui ont poussé l'organisation à relancer ce projet. Mais pour que le projet soit relancé sur de bonnes bases, encore faut-il, je vous le disais, que l'interpénétration économique des nations soit un moyen et non pas une fin. Et c'est le dernier point par lequel je voudrais terminer. Car la crise actuelle me semble aussi être la conséquence d'une espèce de contradiction interne à la forme que le projet a pris à partir des chocs pétroliers, dans le sens où l'interpénétration économique des nations s'est alors concrétisée d'une façon qui a impliqué le sacrifice d'un certain nombre de droits et libertés au nom de l'objectif de bon fonctionnement d'un marché mondial. Et il faut pointer ce phénomène parce qu'il contribue sans doute aujourd'hui à l'effritement du soutien populaire dans les grandes démocraties au projet. Or, de mon point de vue, c'est la conséquence d'une sorte de radicalisation du projet, du fait de sa conversion à un certain ultralibéralisme
libéralisme dans les années 1970-1980, à rebours, en quelque sorte, des préconisations initiales de la Charte de l'Atlantique de 1941. Car quand on lit le texte, hein, vous pouvez télécharger sur Internet, qui est très court, qui se dit très bien, en fait, on se rend compte que ces auteurs étaient soucieux de la condition ouvrière et de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils étaient soucieux, hein, pour faire simple, de la question sociale, alors que depuis les années 1970, le projet insiste davantage sur l'accès aux matières premières du monde, la liberté des mers, la sécurisation des transactions commerciales, qui sont aussi des préoccupations de la Charte de l'Atlantique, mais comment dire, d'une façon qui finalement réduit le projet à ça. Or, cette réduction, elle est la cause, d'un autre côté, de l'affirmation d'une espèce de, alors c'est ce qu'on dit en droit, hein, apparition d'une hiérarchie substantielle de la fondamentalité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que depuis les années 70-80, on a eu tendance à accorder une priorité aux droits et libertés économiques nécessaires au fonctionnement du grand marché mondial sur les droits politiques, sociaux et environnementaux qui se sont en quelque sorte trouvés secondarisés par rapport à eux. Au point de vue politique, les droits de vote finalement ont été instrumentalisés pour faire valider par des citoyens des choix économiques qui étaient déjà actés au niveau international ou supranational. Les droits sociaux ont évolué pour se transformer en droits des pauvres, pauvres droits, de façon à faire en sorte que personne ne sorte du marché, mais aussi que tout le monde contribue au bon fonctionnement du marché. C'est notamment une grille de lecture qu'on peut avoir de la réforme du chômage. Quant aux droits environnementaux, ils ont le mérite d'exister dans les textes, mais en pratique, ils restent peu appliqués, ce qui aussi, sans doute, résulte d'un impensé, la Charte de l'Atlantique, qui se souciait de la question sociale, mais ignore complètement la question environnementale, parce que ces auteurs, en fait, n'imaginent pas les conséquences négatives, les externalités négatives du marché lié à la libéralisation des économies nationales et leurs conséquences dramatiques sur le climat et plus largement sur l'écologie. Donc de ce point de vue, refonder le projet de paix par le commerce supposerait de parvenir à réencastrer l'économie dans la réalité sociale et environnementale grâce à plus de régulation de l'économie mondiale, idéalement au niveau multilatéral et à défaut par des accords bilatéraux ou régionaux qui iraient en ce sens. C'est l'un des objectifs officiels des traités commerciaux nouvelle génération, mais la question qui se pose, c'est de la capacité des États, notamment dans le cas européen, à véritablement poser ce qu'on appelle des clauses miroirs qui permettraient de niveler par le haut les normes sociales et environnementales dans les relations avec les pays tiers. Alors, pour conclure, la question finalement de départ, c'est la guerre en Ukraine acte-t-elle l'acte de décès d'un projet qui n'aura été qu'une utopie dystopique? Je serais tenté de dire non. Le cadavre bouge encore. D'une part parce que les données statistiques montrent que le commerce international continue de progresser, malgré le redéploiement des flux entre certains blocs régionaux dans des domaines d'activité d'intérêt stratégique. D'autre part parce que le projet retient sans doute la main de certains États et contribue donc à éviter l'escalade militaire, bon, même si on ne sait pas pour combien de temps. Et dans tous les cas, je reste convaincu qu'un des défis qui s'impose à nous, c'est de parvenir à ranimer ce projet, parce que, comme disait Auguste Comte, un autre père de la sociologie, on ne détruit bien que ce que l'on remplace. Or, de mon point de vue, aucune alternative au projet de paix par le commerce ne fait rêver. Donc, il faut ni angélisme, ni dramatisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier les carences, peut-être, les défauts qui ont affecté le projet tel qu'il a concrètement été mis en place, mais il ne faut pour autant pas complètement y renoncer. Et donc, le défi pour nous, c'est de réfléchir à la façon de pouvoir corriger ces défauts pour l'avenir. Alors, c'est un des
travaux qu'on mène à l'université, puisque moi j'ai créé l'année dernière un séminaire avec l'Institut universitaire de France sur ce sujet, dans le cadre duquel j'invite régulièrement des grands spécialistes, français et étrangers, pour qu'on essaye d'esquisser des pistes de réforme, parce que même si les temps sont durs et l'avenir peut sembler sombre, il est certain que tôt ou tard, de toute façon, il faudra se reposer la question de comment relancer ce projet. Et ici, j'aimerais bien terminer en citant Héraclite qui disait que la crise est la mère de l'opportunité. Merci.